On va faire un petit tour. Ouais, nice. Salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Alchimie Vital Québec. Alchimie Vital, c'est un groupe de pratique en Kung Fu, Tai Chi, Qigong, tel qu'enseigné par Ismet Imet. J'ai été formé en Chine, j'ai eu l'honneur d'être formé en Chine par cette personne-là qui a inspiré ma pratique, qui a, je dirais, changé ma vie, changé ma pratique. Et aujourd'hui, je m'efforce à transmettre au mieux les valeurs de l'école, les formes, les applications combatives aussi. Puis j'ai avec moi Antoine. Antoine parcourt ce chemin-là avec moi presque dans les débuts de l'école, hein? Pas dans les débuts, mais en 2012. Je pense que ça faisait au moins 2-3 ans que tu avais ouvert. Ouais, Quelque chose comme ça. Fait que, mettons, Moi, c'était en 2015 que j'ai commencé. 2015, ouais, c'est ça. J'avais ouvert en 2012. Oh. Plusieurs péripéties de pratique se sont passées, puis on a vu de toutes sortes de couleurs. Mais ça, Antoine, toi, t'es ceinture noire En karaté, Shitoryu. karaté style Shitoryu. Ouais. Nice, c'est ça. Hein? Puis, quand t'es venu à mon école, qu'est-ce qui t'a marqué dans la pratique, un peu les différences avec le karaté? Définitivement le côté interne des arts martiaux que je connaissais moins, puis tout l'aspect plus lent du mouvement avec la respiration intégrée dans chaque mouvement, qu'on portait peut-être un peu moins attention à ces détails-là. Puis c'était le deuxième style d'arts martiaux que j'ai commencé à pratiquer, fait que c'est clair que ça m'a ouvert la porte sur plein de différences puis plein de choses que dans le fond je pensais qu'il y avait juste une façon de faire telle affaire. Dans le fond, on voit qu'il y en a infiniment. Pratiquer une seule chose, ça l'ouvre sur les 10 000 aspects du Tao. C'est ça. Ça ouvre les portes. Puis là, aujourd'hui, toi, dans le fond, tu n'es plus à Québec, tu as déménagé. Non. Ça fait une couple d'années. Puis c'est le fun, tu sais, je me sens honoré, c'est le fun, hein, parce que c'est ça, Antoine, une fois par année, hein, tu reviens dans un cours, Au moins. à te perfectionner. À peu près une fois par année depuis les 4 dernières années. Sinon, le temps passe vite. Hein. ouais, ça passe vite. Sinon, on a pratiqué. J'ai pratiqué avec toi pendant 3 ans environ, 3 ans à temps plein. Ouais. Puis après ça, on and off quand je passe. Avec le stage sur l'île d'Orléans qu'on a fait en boxe. Ouais, ça c'était cool, malade. ça, c'était malade, Un beau 3 jours de baigner dedans, là, matin, midi, soir. Hein. Puis, dans le fond, tantôt, ce qui nous a donné l'idée de faire cette petite émission-là, on pourrait dire ça comme ça, Antoine il est venu pour un cours privé pour perfectionner son Shaojia, qui est une des formes du Pachi. Vous allez voir dans de la forme de Pachi qui est enseignée à mon école. C'est un Pachi qui a été transmis à Ismet Imet par le grand maître Lung Jinju, qui a été garde du corps pour Mao Zedong, l'armée rouge. On sait que c'est les communistes, c'est rien nécessairement de merveilleux à ce point-là, mais des fois dans la vie, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas nécessairement le choix de faire. Lung Jinju a enseigné les arts martiaux dans la province de Jilin du nord de la Chine pendant un bout de temps. C'est un moine taoïste déguisé en privé en moine bouddhiste, parce que les bouddhistes n'ont pas subi la même persécution par le gouvernement chinois, mais les bouddhistes taoïstes en généralement ils sont tous bien friends là-bas. Bon, il y a des petites guerres d'école, mais il y a des guerres d'école aussi en Kung Fu, puis en karaté, puis dans tous les styles d'arts martiaux. Là, le monde se dit « Ah, j'ai la vérité! » Ouais, c'est ça. Puis c'est drôle parce qu'on discutait un peu de ça. Antoine a une bonne expérience
sur les diversités de pratiques. Puis il pratiquait avec un de ses amis qui pratique le Muay Thai. C'est ça? C'est ça. Puis ben, raconte un peu l'histoire. Je pense que c'est intéressant à entendre, à réentendre. L'histoire de... La pratique avec ton ami sur les postures larges, l'utilité des postures larges, comment ça peut être utilisé Ouais, dans un contexte plus pugilistique, on pourrait dire. Qu'est-ce qui est propre à chaque style. Là. Comme je me rendais compte que ma posture traditionnelle de karaté qui est beaucoup de côté, parce que les compétitions de karaté, c'est souvent une game de touch puis de points. C'est pas nécessairement quelque chose. Il y en a des styles, il y en a des compétitions où tu vas aller full contact avec moins de padding, tout ça. Mais c'est pas le style de compétition que j'ai eu l'habitude de faire. Ça, c'est des compétitions point touch avec Point touch, c'est ça. Genre, l'objectif, c'est de toucher. C'est ça. Puis de faire des points. Fait que dans le fond, à chaque fois qu'il y a un point qui se fait, le combat est arrêté, les juges décident s'il y a un point ou pas. On a fait un peu de compétition continuous fighting aussi qu'ils appellent. Que c'est des rounds de 2 minutes, puis là, il y a plus de contact, puis le combat n'est pas arrêté à chaque fois qu'il y a des points. Mais en tout cas, tout ça pour dire que dans une compétition où les règlements sont ce qu'ils sont, ben, tu veux t'adapter à ça pour que tes techniques marchent. T'sais. Avec un style qui va être axé sur un système de compétition, les postures, les sorties de force vont être centrées sur les objectifs et les règles de la compétition. C'est ça, exactement. Fait que tu sais, comme dans une compétition de karaté, c'est efficace pour moi de me tenir sur une position de côté où ce que ma jambe en avant est bien exposée. Mais comme ça, il y a moins de parties vitales qui sont faciles à toucher quand tu es de côté que quand tu es de face. Sauf que là, que je me suis rendu compte en pratiquant avec mon chumé qui fait du Muay Thai, c'est que si je laisse ma jambe en avant de même, je reste de côté, puis je laisse ma jambe en avant trop exposée, ben, il m'a fait démolir à coups de pied dans la cuisse, tu sais. Fait que là, à un moment donné, t'as pas le choix d'essayer de t'adapter pour changer ce côté-là, cette lacune-là, entre parenthèses, si on peut dire, parce que là, c'est d'aller travailler tes leg checks, de te mettre plus d'une position frontale, aller bloquer les coups de pied qui arrivent bas, aller les bloquer avec les genoux, le haut du tibia. Puis, allô? Puis vice-versa, dans un style comme le Muay Thai, mettons, où ils pratiquent pas nécessairement des positions larges, comme la position du cavalier ou la position de l'arc, des choses comme ça. C'est intéressant ça, parce qu'il a commencé à dire ça sert à rien, les positions larges, c'est pas utile. Ouais, c'est ça. Mais finalement, après ça, rendu dans un clinch, là, aller prendre une position large pour projeter l'autre à terre, ça va bien. Tu sais. Tu vas prendre une position de cavalier, aller piler large ta jambe en arrière des siennes, de le faire tomber. Ou dans des situations comme ça, c'est là que tu vois, l'utilité de pratiquer des stances qui sont solides. Puis que aussi de le voir que comme ces positions-là, c'est des transitions, là, tu sais, c'est pas... Ah, t'es pas supposé de les tenir, là, tu sais, c'est la même chose en Kung Fu. Les postures en Kung Fu, en boxe chinoise, sont très similaires au karaté, en fait. Originalement, techniquement, le karaté proviendrait d'un style de la Chine, notamment une certaine forme de groupelance du Fujian, si je me trompe pas. Je suis pas spécialiste là, en histoire, donc si vous voulez me corriger, il n'y a pas de problème. J'en connais un peu, mais j'ai pas le monopole de la vérité. Mais bref, le karaté viendrait principalement de la Chine, ça aurait été migré à Okinawa. Je pense qu'Okinawa était en même temps un melting pot d'échange martial un peu, là, selon les différentes histoires et versions qu'on a au niveau du karaté. Donc on retrouve beaucoup de points en commun, notamment le mabu. Comment en japonais? Kibadashi. Kibadashi, mabu, ok. Je ne sais pas comment ça se traduit en japonais, mais mabu en chinois. Ok, mabu. Ma c'est cavalier, pu c'est step. Okay. Pas. Donc c'est pas posture du cavalier, c'est pas du cavalier. Qui dénote bien la transition, l'essence même ou la nature traditionnelle, transitionnelle de la posture. Puis ça montre aussi que dans l'aspect martial, c'est bien un pas que tu fais dans une transition de mouvement, puis pas une posture que tu restes dedans pendant tout le combat. Tu prends pas une position large, rester là, les mains dans les airs, viens-t'en, je t'attends.
puis lancer un coup de pied là en arrière d'une position large, parce que ça prend 2 fois le temps. Puis, Par contre, pour renforcer le corps, on peut travailler en isométrie. Hein. Par exemple, quand on fait la planche, on travaille en isométrie. On peut travailler le pas du cavalier en isométrie. Donc, les légendes des gens qui doivent tenir leur cavalier à chaque jour devant les portes du temple de Shaolin pendant X nombre de temps avant d'être acceptés. Bon, l'essence de l'exercice peut paraître un peu mythique, mais en termes du travail en isométrie, donc c'est rien de... Puis ça renforce les jambes, tout, renforcer les tendons, avoir une posture plus solide. C'est clair que moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand vous aviez déjà chance, vous m'avez raconté que tu avais réussi à le renverser avec une posture longue. Oui. Avec Mabou, justement. En allant prendre un Mabou, à partir d'être corps à corps, quand tu es collé sur la personne, là, soudainement, prendre une position basse et large, ça l'aide à renverser la personne, tu sais. Oui, parce que ton centre de gravité descend. C'est ça. Ça, c'est super intéressant. Mais tu sais, moi, ce que je trouve intéressant de l'histoire d'Antoine, c'est que à travers un échange de style, de sparring qui était différent, bon, c'était du sparring amical, on s'entend, c'était pas une compétition. Mais non. Un combat mort. On est des chums, puis on se ménage, puis on se frappe pas trop fort, là. Mais tu sais, quand même, ça jouait rough un peu, puis il y a eu des apprentissages dans les deux, puis les deux styles se sont comme nourris mutuellement en quelque part. C'est clair. Parce qu'après ça, ben, le gars de Muay Thai, il trouvait plus ça plus utile. C'est ça. Puis moi, je trouvais que j'avais d'affaires à exposer moins ma jambe d'en avant si je voulais être capable de marcher de main. Là, je voyais le côté de la position plus boxe, plus frontale avec les jambes rapprochées. C'est là que tu vois que ça t'aide à pouvoir lancer tes checks pour protéger tes leg kicks. Protéger contre les leg kicks, lancer un check de gauche ou un check de droite. T'as pas le choix d'être une position frontale ou un peu de côté, mais pas trop. Parce que si t'es trop de côté, comme dans une position de touch point fighting, là, ta jambe d'en avant est complètement... C'est un beau target pour le leg kick. Ouais, c'est super. Puis tu sais, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est sortir un peu de la technique, parce que c'est une des premières choses qu'on apprend en Fight Chuan. Je dis sortir de la technique, mais je reviens à la technique d'un style. Vous allez comprendre. Une des premières caractéristiques du Fight Chuan, c'est l'ouverture. OK? Donc, je suis filmé un petit peu. Ouverture, avoir les doigts ouverts, les mains ouvertes en boum, ouvrir le corps, stretcher, puis on va ouvrir, on va fermer, travailler ouvert, OK? Puis, avec cette ouverture-là qui crée de l'étirement dans les tendons, qui crée de l'articulation, qui étire les tendons, qui étire les ligaments, qui étire les fibres musculaires, on vient ouvrir les fascias, on vient ouvrir le corps. Ça veut pas dire que, tu sais, dans un combat, on va se tenir comme ça, tu sais, une garde de boxe, tap, on est ici quand on fait notre combat, on va pas faire des postures, ok, non, on est des postures de boxe, tac, ok, on est close, ok, mais, rappelez-vous ceci, puis c'est comme pour le cœur, le ching, ok, ce qu'on ferme est toujours plus difficile à ouvrir. Pensez à une personne qui se ferme après un traumatisme. Pensez à une personne qui s'isole après un traumatisme. Pensez à quelqu'un qui devient fanatique ou fermé à d'autres idées différentes parce qu'il est convaincu d'une vérité ou de quelque chose. On vient se clore les yeux, on vient se clore le cœur. Puis après ça, c'est comme un piège. C'est très difficile de s'en sortir, puis c'est très difficile de s'ouvrir. Donc en pratiquant l'ouverture, on peut se refermer au besoin. Okay? Parce que ouvrir yang, fermer yin, okay? On vient travailler les coupes yin-yang taoïstes, on réalise l'union du tai chi. Mais pour pouvoir se fermer, il faut émerger, il faut ouvrir. Puis en gardant son cœur ouvert à d'autres pratiques, à d'autres façons de faire, ça ne nous empêche pas d'avoir un style dans lequel on est amoureux. Puis on pratique comme moi, c'est le Pachi, le Tai Chi, le Qigong. C'est mes trois amours.
mais j'aime beaucoup échanger sur différentes techniques parce que ça garde le cœur ouvert, ça garde l'esprit ouvert, ça nous empêche d'être fermés à toute forme de nouveauté ou à toute forme de découverte qui font grandir notre âme, qui nous montrent les différentes expressions du Tao qui sont éternelles, infinies et limitées. Ça nous permet de rester des élèves. Oui, ça nous permet de rester des élèves. C'est drôle, hein, parce que ça l'humilité, c'est une des 10 valeurs nécessaires à l'enseignement du Kung Fu. T'sais, je pense que je l'ai un peu, mais en même temps, je ne veux pas trop rentrer dans l'ego parce que en disant de penser de l'avoir, c'est qu'on l'a plus. C'est un peu paradoxal. Mais tu sais, de prendre le temps avant de juger, puis voir les qualités, puis comme Antoine le disait, si ta compétition, l'objectif c'est de faire un point, ou ton objectif c'est de rentrer avec une clé en soumission, ou ton objectif c'est de faire un knockout où que tu as droit au coude, pas droit au coude, tu as droit au coup de tête. Hein? Tu rentres comme en, je pense que c'est Moïse Borat ou... Letway, oui, c'est ça exactement. Si tu as droit au coup de tête, on a un champion ici au Québec, mais ce gars-là il m'impressionne vraiment, là. Puis, mais tu sais, ça change les règles de la game, puis ça va changer ta technique et ta façon de t'entraîner. C'est ça. T'sais, si ton but c'est la longévité, la longue vie, la santé, ben ton type d'entraînement va aussi changer. Ouais. Donc, ça dépend de ce que tu recherches. Ça dépend de ce que tu recherches, tu n'es pas obligé de rechercher une seule affaire en même temps non plus. Donc ça c'est intéressant pour ça. Puis ça m'amenait à vous parler parce que j'en parlais avec Antoine, puis on faisait la formule Xiaojia parce qu'il est venu pour ça, pour son cours privé, la forme de la petite structure empathique qui est la première forme qu'on apprend. Forme très intéressante. Mais tu sais, on parlait des erreurs, où on fait-tu absolument ci comme ça comme ci. La main est-tu là, le pied est-tu là? Puis ça m'a amené à parler des 5 dragons. Antoine, qu'on a dans notre école, parce qu'on est un courant taoïste, le courant taoïste Shanmugpai, dans lequel il y a différentes grilles de lecture de la vie puis de sa pratique. Puis les 5 dragons, c'en est une. C'est basé sur la théorie des 5 transformations, souvent qui est plus connue en médecine traditionnelle chinoise, comme avec les éléments, le feu, le bois, la terre, le métal, l'eau et le vent. Et ça, c'est généralement plus des éléments qui sont connus. Puis par exemple, l'ego est associé, le dragon rouge est associé à l'émotion de la joie, à la couleur rouge, le dragon de l'ego est associé à ça. Donc chaque dragon est associé à un des éléments de la théorie des 5 transformations en médecine traditionnelle chinoise. Pour moi, ce cadre de lecture-là dépasse grandement juste l'application de la médecine traditionnelle chinoise. C'est une belle grille de lecture, il y a plein de choses à faire et de relations à faire. Cette grille de lecture-là naît de la théorie yin-yang. Mais bon, je ne peux pas m'étendre là-dessus comme ça, parce que là, on est dehors, on marche sur le bord, tourne-toi un petit peu, monte la rivière, tout. Ouh! On marche, il fait beau, je promène mon petit gars, j'étais avec un ami, puis un bon élève, puis on a du fun. C'est ça qui a donné l'idée de faire dans l'émission, puis c'est vraiment plaisant. Ça fait du bien avec le soleil aussi, 2 ans de confinement, la pandémie, les divisions sociales. Recharger les batteries un peu. Ouais, recharger les batteries, puis revenir à un plus grand équilibre de vie. La vie recherche toujours l'équilibre. Mais bref. Puis, dans nos 5 dragons, on a le dragon de l'ego, on a le dragon des instincts naturels, on a le dragon de l'impermanence, on a le dragon des habitudes rituelles et le dragon des habitudes sociales. Okay? Ces 5 dragons-là, souvent, ils dominent à plus ou moins grandes échelles chacun des aspects de notre vie. Okay? Pensez-y
à ce que le jeudi soir, un jeudi soir sur deux, quand vous avez votre paye, vous sortez dans un bar boire une bière. Hein? Habitude sociale. Ben oui. Hein? Est-ce que vous avez pour rituel de faire une prière à une heure précise le soir ou on va tourner de bord tranquillement, ou encore c'est ça. Je sais pas si on va voir bien comme ça. Hein? Peut-être pas. Ah, c'est pas super. C'est pas super. Enfin, on aura un petit peu de soleil dans la caméra. C'est beau. Les gens vont pouvoir profiter du soleil avec nous. Puis, ben, la forme, la pratique de la forme, la pratique correcte de la forme, ou la pratique cachère, ou la pratique millimétrée de la forme selon la tradition, pour moi, ça tombe sous le dragon du rituel. Okay? Parce qu'une forme, c'est une forme de rituel sacré. Puis ça a son utilité. Ça a une utilité absolument essentielle. Aujourd'hui, c'est moins à la mode parce qu'on va être dans le tout de suite maintenant. Puis donner un punch directement, ça va plus vite qu'apprendre une forme qui peut être compliquée. Mais on en oublie que derrière les formes, il y a une histoire, il y a un travail de la structure, du souffle, de l'intention. Il y a des applications qui sont cachées en arrière, il y a des principes de sortie de force, des techniques de combat, d'esquive, de parade, de lutte. Souvent, tout ça, c'est jam-pack à l'intérieur de la forme, c'est riche. Hein? Puis en même temps, ben, tu sais, moi, une chose que ça m'a permis, c'est souvent quand je vais faire des séminaires, par exemple, j'ai fait un séminaire en jiu-jitsu brésilien avec Firaz, qui était l'entraîneur de Georges Saint-Pierre. J'en ai fait un, là, je ne suis pas spécialisé en jiu-jitsu brésilien, là. Mais beaucoup d'applications qu'il faisait, pour ce que j'en ai vu, je me dis, ah, ça pourrait peut-être se retrouver là dans ma forme. Quand je travaille tel mouvement de torsion, c'était intéressant, mais j'avais une grille de lecture pour comprendre le mouvement qui venait quelque chose d'autre que juste une technique A, B, C, D. Et puis pour moi, c'est ça qui est important dans la pratique d'une forme. Ça devient un poème, ça devient un récit, ça devient un dictionnaire, ça devient quelque chose qui grandit comme un bon vin, qui t'accompagne toute la vie. Tu n'as pas besoin d'avoir 1 million de formes ou de les collectionner. C'est correct aussi d'avoir plusieurs formes. Hein, mais on n'a pas besoin d'1 million de formes pour raffiner la pratique. Hein, parce que la pratique du Kung Fu ou d'un autre art, c'est toujours comme un bon vin. Ça grandit avec le temps. Hein, ça prend saveur avec le temps. Les tanins se développent par une pratique rigoureuse et délicieuse. Puis avec le temps, ça change, puis oui, avec le temps, s'adapter. ça change. Nous autres, on change, le temps, il change. Absolument, absolument. Puis, tu sais, ça revient à ça. Je pense que pendant un certain temps, un professeur peut t'apprendre des mouvements A, B, C, D dans l'ordre, exactement comment faire pour que tu bouges, on va dire comme lui. C'est très correct et je pense que c'est essentiel de passer par là. Puis je pense que ça peut durer plusieurs années de vie de pratique. Hein. C'est pas quelque chose d'instantané. Mais à un moment donné, il va rentrer des petites variations. Puis je dis variation et non pas déviation. Variation, parce que tu as une expérience en karaté, parce que tu as une expérience en ninjutsu, parce que là je parle dans l'œil de quelqu'un qui vient de décider d'apprendre du kung fu, mais c'est la même chose si moi je viendrais apprendre un kata de karaté, puis je viendrais avec mon œil de kung fuiste, on va dire. Dans un moment donné, c'est sûr, ça viendrait teinter ma pratique. Puis d'ailleurs, tu sais, moi, quand je suis allé en Chine en 2012, ben, ma pratique de Shaolin, ça faisait plus de 16 ans que je pratiquais. Ben, ça teinte, puis ça teinte encore aujourd'hui ma pratique. Puis il y a certaines choses que j'apprends encore entre guillemets, à me défaire. Ben, peut-être qu'un jour, je vais y revenir, parce que ça va être le temps d'y revenir. Donc, tu sais, ça a pas, le but d'une forme, c'est pas d'être une reproduction parfaite. Le but d'une forme, c'est pas d'être prisonnier du rituel de la forme. Parce que le rituel doit, et c'est là le point important, doit être un objet de libération,
doit être un objet de recherche du soi divin, doit être un objet d'expression parfaite de l'être, sans devenir n'importe quoi. Okay, là, on reste dans le cadre d'une pratique pugilistique. Okay. Mais à un moment donné, il faut se l'approprier. Comme la série Cobra Kai a beaucoup de popularité ces temps-ci, puis comme fan d'arts martiaux, je les ai toutes binge-watchées. Je m'en cache pas. Mais tu sais, à un moment donné, Daniel San, il se rend compte que, ben tu sais, comment il s'appelle l'adversaire de Daniel San, hein? Même si l'émission tourne presque plus autour de lui. T'appelles-tu? Je me rappelle Que pas. le non. blond, là. On va l'appeler le blond. Il fait l'école de l'aigle venimeux après avoir ditché Cobra Kai. Ben, à un moment donné, Daniel San, il fait « Ah non, c'est pas bon. » Puis là, à un moment donné, ils essaient de mettre leur école ensemble, puis ça marche pas, puis il y a des tensions. Puis Daniel San, il veut pas reconnaître la valeur légitime du karaté offensif de son ami, parce que lui, c'est un karaté défensif. Puis, bref, vous allez l'écouter, je ne donnerai pas trop de spoilers. Mais à un moment donné, ben Daniel San, il se rend compte finalement de la valeur de ce karaté-là. Puis, par cette réalisation-là, son karaté à lui prend une nouvelle valeur, puis il se rappelle d'une citation de M. Miyagi. C'est pas les mots exacts, là, je vais faire de mon mieux, je vais faire mon seigneur Yoda, là. Il dit « Daniel San, pas mon karaté, ton karaté. » Donc à un certain niveau, après plusieurs années de pratique, un étudiant a le devoir de s'approprier son art, de s'approprier sa forme, de l'adapter à sa structure physique, puis à l'utilité, aux objectifs qu'il a dans sa vie. Donc un pachi, un shaja pratiqué pour la santé, un shaja pratiqué pour un boxeur, okay, quelqu'un qui frappe beaucoup, ou un shaja qui est fait par un lutteur, ce sera pas le même. Ça, c'est une qualité que j'ai découverte aussi dans le shaja que j'enseigne, parce que j'enseigne deux versions. Une version que Ismet a apprise, une version que Lectil a appris, que j'ai apprise en Angleterre, qui est plus c'est une version qui a été apprise parce que le pratiquant, c'est un combattant sambo, le combat russe. Okay. Puis il était massif, là, des bras gros comme des billots. J'avais peur. C'est intense comme entraînement. Bref, son shaja est complètement différent. Pourtant, il vient du même professeur. Alors ça, c'est intéressant parce que, tu sais, quand on parle de tradition en Chine, là, c'était pas des formes qui étaient enseignées pareilles de A à Z à chacun. Les formes étaient apprises selon les aptitudes pugilistiques des élèves, surtout les styles plus avancés ou moins communs, où l'enseignant prenait sous sa tutelle un pratiquant qui avait déjà un certain nombre d'années de pratique. D'ailleurs, on voit ça avec le Pakwa, qui est généralement connu pour être la boxe en cercle, qui est inventée par Dong Yechuan, selon l'histoire officielle de la chose. Puis Dong Yechuan a appris différents Pakwa à chacun de ses élèves, parce que justement, il y avait des boxeurs, il y avait des lutteurs, il y avait différentes pratiques. Puis aujourd'hui, toutes les écoles, là, ils disent qu'ils ont le monopole de la vérité de Dong Yechuan. Je fais des clins d'œil avec ça beaucoup parce que je trouve qu'on se prive de tellement d'échanges, de tellement de beauté, de tellement de variations en étant dans cette forme de division-là. Puis tu sais, je veux pas dire que certaines choses, excusez-moi l'expression, là, sont vraiment pas bonnes. Des fois, tu as des expressions du Kung Fu qui sont vraiment pas bonnes. Là, c'est pas une expression stylistique ou c'est pas une variation d'un système. C'est vraiment que le Kung Fu n'est pas bon. Mais bref, même de là, quelqu'un qui faisait du Kung Fu vraiment pas bon, mon Dieu, il y avait un Mabou, un cavalier tellement excellent puis tellement magnifique
ça a créé beaucoup d'envie chez moi pendant un certain temps. Mais ça c'est une autre histoire. Mais même dans certains systèmes, des fois, il va y avoir certaines choses que bon, ça ne nous plaît pas. Mais ça, ok. Donc, gardez même dans ces cas-là, gardez l'esprit ouvert. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Puis si c'est pas notre tasse de thé, ben, on n'est pas obligé de la boire. C'est l'affaire la plus importante. Mais tu sais, moi j'ai rarement vu des gens qui enseignent leur passion, qui le font, tu sais, je veux dire comme ça, là, mettons pour crosser, là, genre, je t'enseigne la bande, c'est pas grave. Il y en a une couple sur Internet, on voit, là, surtout les no-touch, puis les, tu sais, ça c'est comme... No touch knockout. No touch knockout. Bon, la preuve reste encore à être faite. Ouais, voyons, on va continuer à marcher. Mon garçon a comme une petite détection automatique du moi j'arrête de bouger. Il était déjà en train de se réveiller. Oui, je sais, c'est fou, hein, ça n'a aucun rapport. Donc, ça, il y a la détection du je m'assois, il y a la détection du je marche pas. Ça, c'est les deux. Bon, voilà, je pense que ça fait un bon tour de discussion. On pourrait changer plus longtemps, mais je pense que ça passe un peu le message que je voulais passer. Puis si vous voulez, vous avez écouté jusqu'au bout, puis vous voulez vous inscrire, je suis dans la ville de Québec, quartier Saint-Sauveur. Le printemps, on s'entraîne au Parc Victoria quand il fait beau. Puis on a un beau petit local aussi dans lequel on s'entraîne quand il fait moins beau. Les cours reprennent à partir du 4 avril. Qigong le matin à 6 h le matin. C'est fait par Zoom par contre le Qigong parce que se déplacer à 5h30 pour aller dans un local ou dans un parc, des fois c'est pas évident. Fait que je le fais sur Zoom pour vous encourager à vous lever le matin. On va faire de la méditation, de l'alchimie interne, du Qigong, différents étirements pour starter notre journée du bon pied. Ensuite, les mardis soirs, on a les cours de Kung Fu et de Quan Fa. Okay. Kung Fu, c'est le Pak Chuan, boxe des 8 extrémités street traditionnel avec les formes, ça, beaucoup de coudes, genoux, tard. Okay. Il y a un côté très boxe de rue, c'est la boxe des gardes du corps, hein, donc ça ne va pas trop dans le frou-frou. Puis en même temps, on a le Quan Fa. Okay. Quan veut dire point, Fa veut dire méthode. Et puis, donc méthode du point, c'est le terme utilisé pour... dans un monde idéal, ça serait le terme utilisé au lieu de Kung Fu, parce que Kung Fu veut juste dire temps et effort à se réaliser. Hein, ça ne veut pas dire un art martial. Okay, mais ça a été popularisé par Bruce Lee, puis j'adore Bruce Lee. Une très grande forme d'inspiration pour moi. Là, on est pogné avec ça. Tu tapes Quan Fa dans Google, tu ne trouveras pas grand-chose. Tu tapes Kung Fu dans Google, tu vas trouver bien des affaires, surtout des affaires de Kung Fu Panda. Bref, on est pris un peu avec ça. C'est pas grave. Mais bref. Quan Fa, c'est vraiment comment appliquer ce qu'on apprend dans nos formes plus traditionnelles dans un contexte de self-defense. Donc, on va apprendre à esquiver, aller frapper le foie, bloquer, pam, aller chercher la gorge. On a beaucoup de travail comme ça. Ça vient chercher les luttes, les frappes, les coups de pied, doigts dans les yeux, les saisies, les chinas. Okay? Mais dans un cadre moins formel que dans une pratique de forme, on pourrait dire traditionnelle. Ensuite, le jeudi soir, c'est le Tai Chi. Le Tai Chi est une forme de boxe qu'on pourrait dire douce. Okay, on vise à principalement dévier les attaquants, rediriger la force. C'est principalement plus qu'une boxe, c'est vraiment, déjà côté Kung Fu Panda, c'est vraiment un outil pour retrouver la paix intérieure avec le travail de la posture, du souffle, du mouvement doux. Pour ceux qui sont intéressés aussi au niveau pugilistique de cette boxe-là, je l'enseigne aussi, mais c'est pas requis parce qu'on le pratique pour d'autres raisons que l'application martiale en premier. En tout cas, chez nous, c'est comme ça pour l'instant. Peut-être que ça va changer avec le temps. Peut-être si j'ai un petit groupe qui est vraiment intéressé plus par l'aspect pugilistique du Tai Chi, on va plus se concentrer sur les pouces-mains, sur les éléments de lutte, sur les frappes qui sont cachées dans la forme. Ça, donc, ça peut être très intéressant. Mais c'est sûr, c'est pas... pour l'efficacité pugilistique, je recommande plus le Tai Chi
le Quan Pho, tout du moins pour un effet plus direct et immédiat. Hein, par effet direct et immédiat, je parle d'une maîtrise après 2-3 ans de pratique sérieuse. Donc, c'est pas rien l'instantané, hein, ça c'est important. Pour maîtriser quelque chose, ça prend un certain temps, ça prend 3 mois pour s'initier, ça prend 3 ans pour être formé, puis ça prend 9 ans pour le vivre. Ouais. Puis ça, ben c'est... En Taoïs, on évite généralement de mettre des valeurs de temps. Parce que le temps, c'est relatif. Je suis en train de tuer une fois par semaine. Est-ce que c'est une demi-heure ou 3 heures de temps? Donc ce chemin-là peut varier selon l'implication et la volonté du pratiquant. Puis évidemment, ses aptitudes naturelles. Il y a des gens qui cachent le mouvement comme ça, d'autres c'est pas comme ça. Puis c'est correct, chacun... On n'est pas tous faits pareil, hein? Mais pourtant on est tous des humains, on a tous droit au respect, puis à l'amour, puis au partage. Donc là-dessus, vous avez juste à cliquer sur mon site web qui est en bas pour avoir les informations. Puis venez essayer une première session, le premier cours il est évidemment gratuit. Puis si vous amenez un ami, toi et ton ami, tu as 25% de rabais. Tu habites quartier Saint-Sauveur, ben, tu peux aussi avoir un 25% de rabais. Évidemment, les deux offres sont pas cumulables. On est dans la rue, puis tout est en train de fondre, puis il y a des voitures qui passent, qui font des vagues d'eau, on pourrait presque faire du surf. Hey, là-dessus, tic-tac, faites attention à vous. Ciao.